Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, Lomé va abriter 3 sommets dont une rencontre conjointe CEDEAO-CEAC consacrée à la lutte contre les extrémismes et le terrorisme à partir de ce lundi 30 juillet. Près de la moitié des dirigeants de pays africains seront réunis dans la capitale togolaise jusqu'à ce mardi 31 juillet. C'est le jour J, les Zimbabwéens se rendront aux urnes ce lundi afin de choisir leur prochain dirigeant. Les premières élections générales organisées dans le pays depuis le départ de l'ancien président Robert Mugabe en novembre 2017. Et puis la coopération nippo-rwandaise continue d'éclore. Le Japon souhaite renforcer sa présence dans le pays des 1000 collines. Les secteurs visés sont notamment ceux des finances, des TIC et de l'agroalimentaire. Lomé, la capitale togolaise, accueille à partir de ce lundi 30 au mardi 31 juillet 3 sommets de chefs d'État. L'une des rencontres est celle de la CEDEAO. La crise qui secoue le Togo depuis août 2017 sera notamment le point focal de cette rencontre. Une feuille de route de sortie de crise très attendue par les Togolais devrait être livrée au sortir de ces discussions. Mais avant cela est prévu ce lundi le sommet conjoint CEDEAO-CEAC. La rencontre entre les deux grandes organisations régionales portera notamment sur la lutte contre la radicalisation et les extrémismes. On écoute à ce propos Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo. Le premier rendez-vous qui est celui du sommet conjoint CEDEAO-CEAC traitera spécifiquement la question de la lutte contre le terrorisme. Et les 26 pays vont décider de prendre une déclaration lors de ce sommet, une déclaration qui va engager chacun des chefs d'État afin de préserver la paix et la stabilité dans son espace régional. Nous n'avions jamais vu les communautés économiques régionales travailler ensemble. Et nous pensons qu'il faut encourager cette innovation, encourager la coopération interrégionale. L'UEMOA est dans une phase plus ou moins active de convergence des monnaies. Mais en parlant même de l'UEMOA, c'est d'abord la CEDEAO, parce que la CEDEAO, théoriquement, doit en 2020 aller vers une monnaie unique. Mais nous sommes sûrs que le chemin, comme vous le saviez, pour aller vers une monnaie unique n'est pas un chemin facile. Mais déjà au niveau de l'UEMOA, nous avions des problèmes internes que les chefs d'État et de gouvernement discuteront. La CEDEAO a trois sujets à l'ordre du jour. Nous parlerons bien sûr des élections en cours au Mali, de la situation interne en Guinée-Bissau et bien sûr du Togo. 2 médiateurs sont nommés, le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry et le président Nana Akufo-Addo du Ghana, qui sont les médiateurs de la CEDEAO. Ils présenteront à leur père la feuille de route de sortie de crise pour le Togo. Les Zimbabwéens aux urnes ce lundi. Le pays compte entamer une nouvelle page de son histoire après 37 ans de règne de l'ex-président Robert Mugabe. Un scrutin dans lequel son ancien bras droit et successeur Emmerson Mnangagwa semble partir comme favori. Face à lui, 22 autres candidats, dont Nelson Chamisa, leader de l'opposition. Ashley Duprat. C'est une élection historique qui se profile au Zimbabwe. Le 30 juillet, des milliers d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir leur président au terme d'une campagne électorale relativement calme, comme annoncé par le président Emmerson Mnangagwa. Notre président nous a promis des élections libres et transparentes, les premières du genre au Zimbabwe. Il s'agit pour le pays de tourner définitivement la page de l'ère Robert Mugabe, qui après 37 ans de règne s'est résigné à quitter le pouvoir en novembre dernier. Ancien proche de Robert Mugabe et actuel président par intérim, Emmerson Mnangagwa est donné favori. Favoris parmi lesquels on compte également Nelson Chamisa, leader du MDC. Néanmoins, pour certains électeurs, face aux nombreux obstacles que traverse le pays, peu importe à qui reviendra le fauteuil présidentiel. Peu importe qui gagne cette élection, ce que nous attendons, ce sont des actions, que les promesses de campagne ne soient pas juste des paroles en l'air. Reste à la commission électorale de publier les résultats en 5 jours à partir de lundi, comme annoncé par l'instance. Si aucun des 23 candidats, un record, n'obtient 50% des suffrages, un second tour sera alors organisé le 8 septembre 2018. Dans l'actualité également aux Comores, alors que les citoyens de l'archipel sont invités à se prononcer ce lundi 30 juillet dans le cadre du très controversé référendum constitutionnel voulu par le président Azali Assoumani, la majorité des députés et conseillers des îles ont voté une résolution contre ce référendum samedi 28 juillet. Une énième tentative de l'opposition pour contrecarrer cette révision de la Constitution qui permettrait d'instaurer 2 mandats consécutifs de 5 ans à chacune des îles dans le cadre de la présidence tournante. Tentative une fois de
plus ignorée par le pouvoir en place, qui a jugé ce vote sans valeur et qui maintient donc le référendum ce lundi 30 juillet. Les Maliens étaient aux urnes ce dimanche 29 juillet dans le cadre du premier tour du scrutin présidentiel. Pour ce premier tour, 24 candidats étaient en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui a voté dans la commune 4 de Bamako au bureau numéro 14. Retour sur cette journée dans ce reportage en correspondant Mokhtar Bari. Dimanche 29 juillet, jour d'élection présidentielle au Mali. Ce sont 8 462 000 électeurs qui étaient appelés à élire parmi les 24 candidats le prochain président malien. Tôt ce matin, les bureaux de vote à Bamako ont ouvert les portes à 8 heures précises. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a accompli son devoir citoyen à l'école AB dans le bureau de vote 14 dans la commune 4 de Bamako. Modibo Diarra, quant à lui, a voté à l'école premier cycle de Souleymane Bougou dans la périphérie de la capitale. Que la campagne a été dominée par une question de fichier, c'est faux, archi faux. Nous n'avons qu'à coller dans tout le pays, on en a vu partout. Cette intensité de la campagne, cette ferveur du peuple malien n'a jamais été indiquée ni soulignée. Mais on sait bien pourquoi aussi. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, au jour J, le peuple malien est à la fête. Et ce soir, Inch'Allah, et les jours à venir, nous pourrons confirmer que cela a été une fête électorale. Plaisir renouvelé, n'est-ce pas, de procéder à un exercice démocratique qui est d'avoir le libre choix d'aller choisir les dirigeants de notre nation. Donc, je suis très content d'y avoir participé et j'espère que le plus grand nombre de mes compatriotes vont y participer. Dès l'avis des agents électoraux et des observateurs internationaux, tout s'est déroulé comme souhaité dans l'ensemble. Cependant, quelques incidents ont été signalés dans le centre mais aussi au nord du pays. Oui, ça se passe bien. L'affluence, ça va, vraiment. On a commencé à 8 heures précis. La sortie de cette première phase est que, presque 70% des 44 bureaux de vote qu'on a observés ont ouvert à temps. Et sur les 30% qui ont ouvert un peu en retard, ils ont ouvert entre 5 et 30 minutes de retard. Globalement, je dois dire que la phase de l'ouverture est en train de se dérouler dans le calme. Donc, pour ceux qui regardent nos observations directes sur le terrain. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18 heures, excepté ceux ayant ouvert en retard. Des forces de sécurité étaient bien visibles dans les artères de Bamako, mais aussi à l'entrée de chaque bureau de vote pour la bonne tenue du scrutin. 21 millions de dollars, c'est le montant estimé des investissements japonais au Rwanda. Le pays du soleil levant veut renforcer sa présence au Rwanda, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, des technologies de l'information et des finances. Reportage notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Une quarantaine d'hommes d'affaires japonais représentant 28 entreprises a clôturé sa visite de 3 jours au Rwanda ce 26 juillet 2018. Dirigé par le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du pays, Manabu Ori, ces hommes d'affaires étaient en quête des opportunités d'investissement au Rwanda. Si vous voulez une porte d'entrée en Afrique, si vous voulez vraiment investir en Afrique, le Rwanda est un point d'accès stratégique parce qu'on est situé au centre du continent, on parle français et anglais, qui sont les 2 langues les plus parlées sur le continent. Donc, si vous voulez vous répandre sur le continent, considérez le Rwanda non seulement comme 12 millions d'habitants, mais comme un point d'entrée idéal en Afrique. Selon les statistiques publiées par l'Office rwandais de développement, les investissements japonais s'élèvent à 21 458 millions de dollars américains et ont créé plus de 170 emplois. Ces investissements sont dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'horticulture, des mines, des TIC et des services. On recherche les opportunités dans les secteurs de l'énergie ou des infrastructures. Nous sommes également intéressés par le traitement d'eau et nous ne comptons pas seulement le Rwanda, mais toute la région de l'Afrique de l'Est. Parmi les projets présentés figure la Kigali Innovation City qui vise à promouvoir la croissance économique du pays grâce à la transformation numérique et à propulser le pays dans une économie fondée sur la connaissance. Le Rwanda et le Japon entretiennent des relations depuis 1962.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.